Nous voici donc avec Nicole Robert. Bonjour Nicole, merci de votre présence. Bonjour, Donc je vous vous nous en allez prie. nous parler de l'importance des soft skills dans sa posture professionnelle. Donc effectivement un sujet au plus haut, voilà, très important de ne pas négliger les soft skills. Donc vous avez une présentation aussi pour vous, donc n'hésitez pas à me dire à quel moment je la partage sur l'écran. Donc n'hésitez pas, celles qui nous écoutent, à interagir dans le chat. Pour celles qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes nombreux et nombreuses derrière votre écran. On a plus de près de 80 personnes qui nous écoutent ce matin. Très N'hésitez bien. pas à réagir, poser des questions. Je les noterai bien voilà, d'ici la fin de la présentation de Nicole pour les transmettre à l'issue de sa présentation. Je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bonjour à toutes et bienvenue sur cette masterclass sur un thème qui est effectivement essentiel à intégrer dans sa posture professionnelle, que sont les soft skills. Et donc, nous allons avoir une petite trentaine de minutes pour parler de ça. 30 minutes, c'est court, mais bon, on va dire que c'est déjà un bon début. Je voudrais déjà, donc j'espère que tout le monde voit bien la présentation que j'ai mise en ligne. Je voudrais déjà, avant qu'on démarre, être au clair sur comment on va fonctionner. Et l'idée, c'est vraiment de prendre un temps ensemble pour pouvoir profiter au maximum de cette masterclass en étant réellement présente. Donc, on va essayer de mettre de côté un petit peu les smartphones, de ne pas regarder ses emails. Oui, je sais que ça va être compliqué. N'hésitez pas aussi pendant la présentation à prendre des notes. Alors, aussi bien des notes théoriques sur ce que je vais vous expliquer sur les soft skills, mais aussi ce que j'appelle des notes émotives. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses que je vais vous dire qui vont vous interpeller, vous faire plaisir, vous faire peur, vous mettre en colère, vous mettre en joie, etc., etc. Donc n'hésitez pas, ça peut être aussi intéressant de noter toutes ces petites émotions qui viennent vous chatouiller à l'intérieur. Participez dans le chat et posez vos questions auxquelles je répondrai à la fin de la présentation. Ce sera plus simple pour la fluidité de la présentation. Et puis surtout, vraiment essayer d'avoir un moment de détente pour amorcer cette première introspection sur vos soft skills, puisque comme je vous disais, une demi-heure, c'est un petit peu court, donc ce sera juste une première amorce, mais ce sera déjà un bon début. Je vais me présenter quand même d'abord qui je suis. Donc moi, je suis Nicole Robert, j'ai 20 ans d'expérience en tant que DRH, dont 15 années en tant que recruteur, avec une vraie appétence par rapport à tout ce qui est autour du recrutement, développement de compétences, développement de potentiel. J'ai fondé un cabinet de coaching il y a 5 ans maintenant, BioTeam Coaching, et je suis coach professionnel certifié, bien évidemment. Mes sujets de prédilection dans le cadre du coaching individuel, parce que je fais aussi des coachings collectifs, ça va être tout ce qui est autour de donner du sens à son travail, sujet aussi hautement d'actualité, réussir ses entretiens de recrutement, développer son employabilité, accompagner les transitions professionnelles, accompagner ses prises de poste pour les réussir. Voilà, des sujets qui peuvent effectivement vous intéresser. Et puis, je suis en train de monter un week-end de développement professionnel. Ça change un peu des week-ends de développement personnel en avril 2023. Donc, n'hésitez pas à venir voir sur mon compte LinkedIn pour avoir l'actualité si vous êtes intéressé. Et puis, comme la reconversion est quand même un sujet très, très, très présent en ce moment, je suis co-autrice avec Clémence, une de mes collègues, une petite collection qui s'appelle C'est décidé, je change de job. L'originalité de cette collection, c'est qu'en fait, on met en avant une reconversion professionnelle sur un métier précis. Voilà, je me suis présentée rapidement. L'idée, c'était pas non plus de parler beaucoup de moi, mais vraiment de parler des soft skills. Et donc, nous allons en parler avec le programme suivant, programme entre guillemets, parce qu'en 30 minutes, c'est un petit programme. Pourquoi une telle actualité? C'est vrai qu'il y a 10, 15 ans, on ne parlait pas trop des soft skills, donc pourquoi maintenant on en parle? Quels sont les soft skills qui sont les plus recherchés par les recruteurs? Et d'ailleurs, on fera un petit autodiagnostic pour que vous puissiez mesurer un peu où vous en êtes dans les 9 soft skills essentiels. On va revenir sur ça tout à l'heure. Et puis aussi, comment développer ces soft skills? Tout ça en 30 minutes. Waouh, sacré programme. Alors j'espère que vous êtes prêtes, on va démarrer. Alors pourquoi effectivement une telle actualité des soft skills? Alors c'est vrai que parmi les concepts en vogue dans le monde du recrutement, les soft skills occupent actuellement une place de choix. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'avec la pandémie, tout ça a profondément impacté notre rapport au travail et les compétences comportementales, parce que c'est ça en fait les soft skills, hein, les compétences comportementales s'avèrent plus que jamais nécessaires et essentielles. Les métiers, les compétences métiers, les compétences techniques, elles demeurent importantes, bien évidemment. Cependant, les recruteurs et les entreprises s'intéressent de plus en plus aux compétences comportementales. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi. En fait, au moment où vous m'écoutez,
Vous m'écoutez peut-être via votre tablette, via un smartphone, via votre ordinateur tout simplement. Il faut savoir quand même qu'il y a 13 millions de Français qui ne sont pas du tout à l'aise avec le digital et avec l'utilisation d'un ordinateur. 13 millions, c'est quand même énorme, hein. Les pratiques numériques évoluent de plus en plus vite et font évoluer nos postes de travail. Et nos parcours professionnels sont désormais confrontés à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'automatisation des tâches. Une grande partie des tâches effectuées aujourd'hui seront effectuées par des machines dans l'avenir, il faut bien en avoir conscience. Ce qui veut dire que les compétences techniques deviennent rapidement dépassées, deviennent rapidement obsolètes. Le deuxième phénomène, c'est l'accélération du temps, l'ultra-réactivité qui est présente partout dans toutes les sphères, hein, sphère professionnelle, sphère personnelle, ce qui veut dire que l'adaptation rapide au changement devient la norme et devient une compétence extrêmement importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend beaucoup parler d'agilité. C'est un mot qui est très à la mode et qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces malheureusement. Le troisième phénomène, c'est tout ce qui va être autour de l'incertitude. L'inconnu, la crise sanitaire, tout ça, c'est venu nous rappeler le caractère incertain de notre monde et peut-être aussi le fait que nos vies ne sont pas éternelles et que nous avons un court passage sur Terre. Alors, je ne sais pas quel métier vous ferez vers 2030, et vous non plus certainement, et c'est normal, parce que les métiers évoluent, certains disparaissent, d'autres se créent, les parcours professionnels ne sont plus linéaires. Avant, on rentrait dans une entreprise, on faisait carrière, c'est plus du tout le cas, bien au contraire. Et une étude publiée par Dell et par l'Institut du Futur indique que 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire, dans 8 ans, il y a encore des postes qui n'existent pas et qui existeront en 2030. Donc, 8 ans, c'est court quelque part. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que ces nouveaux emplois qui vont se créer seront en lien avec le digital. Alors que ces prévisions soient exactes ou pas exactes, peu importe, en tout cas, elles invitent à revisiter notre rapport au travail et à l'avenir. Ce qui veut dire qu'il faut se réinventer en permanence et apprendre à naviguer dans ce monde professionnel incertain et en constante mutation. Le quatrième phénomène, ça va être tout ce qui va être autour de la complexité des problèmes que nous devons résoudre. Alors quand je dis nous devons résoudre, c'est nous collectivement, bien évidemment. Par exemple, la crise sanitaire, ça a été un sujet important qui nous mobilise encore. Les enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux actuels, par exemple le réchauffement climatique, la pollution plastique, l'épuisement des ressources naturelles, les inégalités sociales, la fracture numérique, etc., etc. Pour relever collectivement ces défis, qui sont en plus très complexes, les organisations vont avoir de plus en plus besoin d'esprits éclairés qui feront preuve de créativité, d'esprit critique, d'élasticité, d'agilité. En résumé, face à cette comment dirais-je, automatisation avec l'entrée massive du digital dans nos vies, face à la complexité du monde du travail, face au développement du numérique, les compétences, j'allais dire les simples compétences techniques, prennent un peu moins le pas sur les compétences comportementales, les soft skills, qui sont aussi appelées des compétences transversales. Ce sont au final des compétences qui vous sont propres et que les machines ne peuvent pas remplacer. Ce sont des compétences que vous n'avez pas apprises à l'école, mais au final que vous mobilisez tous les jours. Par exemple, l'adaptabilité, la communication, la prise de décision, la créativité, la gestion de ses émotions, etc., etc. Et ces soft skills, elles sont centrales pour réussir à s'adapter aux évolutions du monde professionnel, pour interagir et travailler sereinement avec les autres, et aussi pour résoudre des problèmes complexes, comme je viens de l'expliquer précédemment. Alors justement, quels sont les soft skills qui sont recherchés par les recruteurs? On l'a vu, hein, on a bien compris, les recruteurs s'intéressent vraiment et de plus en plus à ces compétences comportementales et encore plus, je pense, dans l'avenir, et cherchent à recruter des professionnels qui sont transverses, qui sont flexibles, qui sont autonomes, qui sont créatifs. LinkedIn avait publié en 2019 une analyse par rapport à une étude de toutes les offres d'emploi qui étaient diffusées sur leur support pour essayer de voir quels étaient justement les soft skills qui étaient les plus demandés. Et les 5 soft skills les plus demandés étaient les suivantes. 1. La créativité. 2. La persuasion. 3. La collaboration. 4. L'adaptabilité. Et 5. L'intelligence émotionnelle.
Alors justement, comment les recruteurs ils font pour évaluer vos soft skills? En fait, le recruteur va vous poser des questions qu'on appellera des questions comportementales qui vont porter sur des situations que vous avez déjà vécues. Donc, les questions comportementales portent sur des questions, sur des situations que vous avez déjà vécues, alors que les questions qu'on appellerait situationnelles vont plutôt être des questions qui vont vous projeter vers votre futur poste, où on va vous poser des questions sur des situations hypothétiques. Par exemple, comment réagiriez-vous si vous étiez face à telle ou telle situation? Je vais vous donner des exemples concrets de questions comportementales. Imaginons que vous êtes en entretien et le recruteur vous pose la situation suivante. Il vous dit, parlez-moi d'un moment où vous avez eu à déléguer votre travail à un collègue. Comment vous y êtes-vous préparé? Comment avez-vous réagi? Qu'avez-vous ressenti à l'idée de confier votre travail à quelqu'un d'autre? Eh bien, cette question, par exemple, elle permet d'évaluer votre capacité à faire confiance à l'autre, votre capacité à anticiper, votre capacité à vous organiser. Autre exemple, un recruteur qui vous dirait par exemple, parlez-moi d'un collègue qui a une compétence que vous n'avez pas. Comment utiliseriez-vous cette compétence si vous l'aviez? Eh bien, cette question, elle permet d'évaluer par exemple l'humilité, la capacité à reconnaître des forces chez l'autre. Donc en fait, à chaque fois que le recruteur va vous poser des questions sur des situations vécues, il sera en train de mesurer vos soft skills, vos compétences comportementales. S'il vous pose des questions situationnelles en vous mettant en situation par rapport à une projection sur un futur professionnel si vous rentriez dans leur entreprise, ils sont en train de vous poser des questions qui sont plus sur des questions techniques. Le meilleur moyen donc de préparer un entretien, ça va être d'identifier avec des exemples très concrets, des exemples vécus, les différents soft skills que vous avez pu mettre en place lors de ces situations. Juste avant de faire notre petit autodiagnostic et faire le petit exercice, je voulais quand même qu'on soit au clair sur le fait que oui, on parle beaucoup des soft skills, mais par contre, elles ne sont pas antinomiques. Ce n'est pas les soft skills opposés aux hard skills. Au contraire, elles sont complémentaires. Imaginez, vous devez apprendre à cuisiner, vous allez suivre des cours de cuisine. Eh bien, on va vous apprendre à utiliser les ustensiles, à couper correctement les légumes en julienne pour que ce soit joli, par exemple, à exécuter certains gestes techniques, à apprendre un certain nombre de vocabulaire, qu'est-ce qu'un chinois, qu'est-ce que ça veut dire blanchir, etc., etc. Donc, vous allez apprendre tout un tas de choses techniques, donc des hard skills. Mais par contre, pour réussir à bien cuisiner, il va vous falloir des soft skills. Par exemple, une dose de confiance en vous, par exemple, une dose de créativité pour revisiter les recettes que vous savez faire et pour en inventer d'autres peut-être. Par exemple, un sens de concentration, un niveau de concentration important pour ne pas vous couper à chaque mouvement de couteau quand vous coupez une carotte. Ou alors, une bonne gestion du temps pour ne pas oublier le gâteau qui est dans le four et qu'il ne ressorte pas cramé du four. En bref, pour mettre en application toutes les compétences techniques que vous aurez apprises, il va vous falloir des compétences douces, donc des soft skills, des compétences comportementales. Et en fait, les deux sont bien évidemment complémentaires. Et elles ne sont pas du tout à opposer parce que c'est justement ça qui va vous permettre d'atteindre votre plein potentiel. Et c'est cet équilibre entre la mobilisation des hard skills et la mobilisation des soft skills qui constituera au final l'ensemble de votre portefeuille de compétences, l'ensemble de vos atouts professionnels. Alors justement, comment est-ce qu'on va diagnostiquer ces soft skills? Je vous propose de faire un petit exercice, donc j'espère que vous avez bien une petite feuille pour noter. Je vais vous faire travailler un petit peu, je vais vous mettre en situation en vous posant différentes questions. L'idée, c'est d'évaluer 9 soft skills principales. L'idée, c'est aussi d'amorcer une première prise de conscience de quels sont vos comportements et d'observer comment vous allez réagir dans certaines situations. Je précise tout de suite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, donc il n'y aura pas un corrigé à la fin parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Notez vos réponses sur une feuille, répondez le plus spontanément possible et c'est d'ailleurs pour avoir une réponse spontanée que je ne vais pas vous mettre les mises en situation sur le PowerPoint, là sur la présentation. Au contraire, l'idée c'est de développer aussi son écoute et ça tombe bien parce que l'écoute, c'est aussi une soft skills. Alors on y va. On va commencer par la prise de décision. Première mise en situation. Vous souhaitez changer d'emploi, vous passez des entretiens, vous avez passé 2 entretiens pour 2 entreprises différentes et vous êtes retenu aux 2 postes. C'est top. Face à cette décision importante et à enjeu, comment allez-vous réagir? Premier cas, c'est généralement une formalité pour vous que d'avoir à choisir. Vous ne réfléchissez pas trop longtemps et vous êtes prête à assumer votre choix.
Deuxième cas, vous prenez un temps de réflexion relativement long. Troisième cas, vous demandez la plupart du temps à un ami ou à un proche de vous aider pour avoir un regard extérieur et prendre. Ou alors, quatrième cas, vous avez de grandes difficultés à décider, parfois tellement longtemps pour prendre la décision que vous perdez l'opportunité. Je reprends. Face à une décision, 4 cas possibles. 1, pas de souci, vous assumez vos choix, c'est aucun problème pour vous, vous prenez votre décision rapidement. Deuxième solution, vous prenez un temps de réflexion assez long. Troisième situation, vous demandez la plupart du temps à un ami ou à un proche pour avoir un avis extérieur. Ou quatrième chose, vous avez de grandes difficultés à décider, au point même parfois de risquer de perdre l'opportunité. Voyons maintenant la communication. Que ce soit pour passer un entretien ou que ce soit pour réaliser une présentation, prendre la parole pour vous, c'est comment? Est-ce que c'est un réel plaisir? Pas besoin de préparation, vous savez improviser, vous êtes dans votre zone de confort, c'est topissime. Ou alors, c'est un défi que vous êtes prête à relever, mais il va quand même falloir un petit peu de préparation. Troisième situation, c'est assez compliqué pour vous et vous avez toujours été un petit peu timide à l'oral. Ou alors, le quatrième cas, c'est vraiment, vraiment paralysant pour vous et vous risquez de ne pas dormir la veille. Je reprends sur la prise de parole. La prise de parole pour vous, c'est quoi? 1, super simple, un réel plaisir. Vous savez improviser, aucun souci. 2, un défi que vous êtes prête à relever sous réserve d'avoir une préparation qui va bien. Pour vous, troisième cas, c'est assez compliqué. Vous avez toujours été un peu timide à l'oral. Ou quatrième solution, c'est vraiment paralysant et vous risquez de ne pas dormir la veille. Voyons maintenant l'esprit critique. Vos collègues sont en train de débattre sur un fait d'actualité et ne sont pas d'accord. Et pour vous, vous voulez vous positionner. Et donc, comment vous allez faire pour vous positionner? Premièrement, vous allez attendre de vous informer en utilisant des sources fiables pour avoir une intervention qui soit très pertinente. Deuxièmement, vous allez marquer un temps de réflexion pour trouver une manière de présenter votre point de vue sans justement blesser les personnes qui participent à ce débat. Troisième solution, vous en dites le moins possible. Moins on en sait sur vos opinions, mieux vous vous portez. Quatrième solution, vous rejoignez l'opinion de la personne qui semble être la plus expérimentée ou la plus au fait du sujet qui est à l'ordre du jour. Je reprends. Vous êtes en cours de débat avec vos collègues, vous souhaitez vous positionner, comment faites-vous? 1, vous vous informez en utilisant des sources fiables. 2, vous marquez un temps de réflexion, mais vous allez prendre la parole pour présenter votre point de vue en essayant de, ne blesser personne. 3, vous en dites le moins possible, moins on en sait sur vos opinions, mieux vous vous portez. 4, vous rejoignez l'opinion de la personne qui vous semble a priori la plus au fait du sujet. Créativité maintenant. La créativité pour vous, c'est quoi? C'est une compétence que l'on peut développer au quotidien et appliquer à un grand nombre de métiers. Ou alors, c'est une compétence qui n'est utilisée que pour des métiers bien ciblés. Ou alors, c'est une compétence qui est réservée aux artistes. Dernière solution, c'est un assemblage d'idées qui existe déjà. Je reprends, la créativité pour vous c'est quoi? C'est une compétence que l'on peut développer au quotidien et appliquer à un grand nombre de métiers et à un grand nombre de situations. Ou alors c'est une compétence qui n'est utilisée que pour des métiers bien ciblés. Ou alors une compétence réservée aux artistes. Ou enfin, un assemblage d'idées qui existe déjà. Voyons maintenant la collaboration. Lorsqu'on vous propose de collaborer avec une ou plusieurs personnes sur un projet, sur un travail, comment allez-vous réagir? Première situation, cela ne vous pose aucun problème, vous adorez échanger, co-construire, vous allez foncer sans vous poser de questions. Deuxième solution, vous avez tendance à vous renseigner en amont sur les personnes avec lesquelles vous allez collaborer parce que vous voulez éviter d'avoir de mauvaises surprises. Ou alors, l'idée même de collaborer a tendance à vous stresser et vous commencez à hésiter fortement à accepter cette collaboration. Ou enfin, vous tentez d'éviter à tout prix cette collaboration. Je reprends. Lorsqu'on vous propose de collaborer, 4 positions possibles, cela ne vous pose aucun problème, vous adorez échanger, co-construire. Ou alors vous avez tendance d'abord à vous renseigner sur les personnes avec lesquelles vous allez collaborer pour éviter de mauvaises surprises. Ou alors l'idée même de collaborer a tendance à vous stresser, donc vous allez hésiter fortement. Ou alors le dernier cas, vous tentez d'éviter au maximum cette collaboration. Voyons maintenant le sens du service. Un nouveau collègue arrive dans votre équipe. Quelle est votre réaction?
Première réaction, vous allez directement vers lui, vous lui présentez le fonctionnement de l'équipe et votre rôle. Deuxième situation, vous le laissez prendre ses marques et lui proposer votre aide et vos conseils. Troisième solution, vous le saluez, vous attendez qu'il vienne vous poser des questions. Quatrième situation, vous ne vous laissez pas du tout perturber par son arrivée et vous poursuivez votre travail comme d'habitude. Je reprends, un collègue arrive dans le service, quelle est votre réaction? Petit 1, vous allez directement, spontanément vers lui et lui présenter le fonctionnement de l'équipe et votre rôle. Petit 2, vous le laissez prendre ses marques tranquillement et lui proposer éventuellement votre aide et vos conseils. Ou alors vous le saluez et vous attendez que lui vienne vous poser des questions. Ou alors, vous ne vous laissez pas du tout perturber et vous continuez votre travail comme d'habitude. Intelligence émotionnelle maintenant. Lorsque vous faites face à une situation qui vous met en colère ou qui vous fait peur, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? 1, vous laissez submerger par l'émotion, vous la laissez prendre le contrôle. 2, vous prenez un temps pour respirer et prendre un minimum de hauteur par rapport à la situation afin de gérer au mieux l'émotion. Ou alors, vous tentez d'ignorer complètement l'émotion qui vous anime en agissant comme si elle n'était pas là. Ou dernier cas, vous êtes plutôt pessimiste et même vous avez tendance à en vouloir aux autres pendant un certain temps. Je reprends. Comment faites-vous face à une situation un peu gênante, une émotion un peu gênante qui vous met en colère ou qui vous fait peur? 1, vous vous laissez submerger par l'émotion. 2, vous prenez un temps pour respirer et prendre de la hauteur. 3, vous tentez d'ignorer complètement l'émotion en agissant comme si elle n'était pas là. Ou alors 4, vous êtes plutôt pessimiste et avez tendance à en vouloir aux autres pendant un certain temps. La capacité d'apprentissage maintenant. Vous pensez qu'il est possible d'apprendre de chaque situation de vie que vous traversez, qu'il s'agisse d'un échec ou d'une réussite. Vous pensez au contraire qu'on apprend principalement à l'école avec les profs quand on est jeune. Ou alors vous pensez en troisième cas qu'on apprend beaucoup mieux quand on est tout seul. Ou alors, dernière solution, vous pensez qu'on apprend beaucoup mieux quand on échange avec les autres. Je reprends. Vous pensez qu'il est possible d'apprendre dans quel cas de figure? Dans toutes les situations, parce que ce soit une réussite ou un échec, on en tire toujours des apprentissages. Ou alors, principalement, quand on est petit à l'école avec les profs. Ou alors, on apprend beaucoup mieux quand on est tout seul. Ou alors, on apprend en échangeant avec les autres. Allez, la dernière, l'organisation. En matière d'organisation, vous avez tendance plutôt à faire quoi? À être très bien organisé, à avoir des difficultés à gérer vos priorités, à vouloir faire plusieurs choses en même temps, ou alors à rapidement paniquer. Capacité d'organisation, quelle est votre façon de faire? 1, très organisé. 2, quelques difficultés à gérer les priorités. 3, vouloir faire plusieurs choses en même temps. Ou 4, paniquer rapidement. Je répète, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est que ce soit des réponses qui vous renseignent sur vous et sur qui vous êtes. En répondant à cet autodiagnostic, vous avez déjà commencé à développer vos soft skills, car vous avez pris de la hauteur sur vos comportements en observant vos réactions. Je vous invite à tirer des conclusions des différentes situations que je viens d'évoquer avec vous. Et l'idée, c'est de vous dire quelles sont ces situations dans lesquelles je ne me suis pas sentie du tout à l'aise et m'ont peut-être même mise en difficulté, et quelles sont les situations dans lesquelles, au contraire, je me suis sentie super à l'aise. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, et c'est même rassurant, développer ces soft skills, c'est accessible pour tout le monde à partir du moment où on souhaite les développer. Alors justement, comment est-ce qu'on les développe? Ce sera notre dernier point, notre plan d'action de développement des soft skills. Première étape, c'est ce qu'on vient de faire, identifier ses points forts, ses points de progrès par rapport à des situations données. Deuxième étape, formuler son objectif avec la fameuse méthode SMART. On se rend compte que beaucoup de gens se fixent des objectifs, mais ne les atteignent pas parce que l'objectif, il est mal défini. La méthode SMART, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un acronyme pour dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel. Et l'idée, c'est de fixer des objectifs avec cette méthode-là. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons, mon objectif, c'est d'apprendre à parler espagnol. Si je vous dis je veux apprendre à parler l'espagnol, eh bien, je ne serai pas dans un objectif SMART parce que je n'aurai pas défini le niveau que je veux, ni le temps que je veux me donner pour atteindre ce niveau. Par contre, maintenant, si je vous dis, je veux être en mesure de participer sans difficulté à une conversation courante avec des Espagnols d'ici 1 an et demi, là, on est sur un objectif qui est SMART, parce qu'il comprend un délai, un niveau d'exigence, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à comment vous allez formuler votre objectif de développement de vos compétences
soft avec cette méthode SMART. Troisième étape, puisque la première c'est une étape préliminaire, on va dire plutôt étape 2, être authentique avec soi. Ce que je veux dire, c'est que il faut être au clair sur cet objectif que vous voulez vous fixer. Est-ce que vous voulez vous le fixer réellement pour vous, ou est-ce que vous voulez le fixer parce que vous faites face à des injonctions extérieures qui vous donnent l'impression que vous êtes obligé de vous fixer cet objectif-là de développement de cette soft skills-là ou de cette autre soft skills-là. L'idée, c'est vraiment d'être au clair sur ce que vous voulez vraiment et de faire presque une sorte de contrat entre vous et vous parce que ça va vous donner du sens, ça va vous motiver si vous êtes aligné avec ce que vous voulez vraiment. Ensuite, l'étape 3, c'est de vous projeter et de visualiser la montée en compétences. L'idée, c'est pas seulement de rêver en disant « Oh là là, je rêverais d'être super bien organisé ». L'idée, c'est vraiment de visualiser comment ça se passerait si vous étiez bien organisé, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est super important. Cette projection mentale, cette image mentale fait que ça va faciliter les choses pour vous mettre en action. Et ça, c'est extrêmement important. Bien évidemment, pensez aussi à identifier les leviers, les freins d'action qui pourraient vous empêcher de réaliser votre objectif. Rappelez-vous que vos pensées conditionnent vos émotions et que vos émotions conditionnent votre action. Donc, c'est important d'être au clair sur votre météo émotionnelle qui va être déterminante dans votre façon de passer à l'action et d'atteindre vos objectifs. Et puis après, l'idée, c'est de passer à l'action. Alors moi, je dis souvent à mes coachés, est-ce que vous savez comment on mange un éléphant? Souvent, ils me regardent en disant, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Donc non, on ne sait pas comment on mange un éléphant. Donc on mange un éléphant à la petite cuillère. C'est une façon de dire qu'en fait, pour réussir à passer à l'action, il faut emprunter la technique des petits pas. Quand on est tout en bas d'une montagne, ça a l'air énorme, alors que si on monte palier par palier, ça semble beaucoup plus réalisable. C'est un petit peu ça. Donc l'idée, c'est que le petit pas, ça va être une action concrète que vous allez faire un petit peu tous les jours, un peu comme une routine, mais sans chambouler non plus tout votre quotidien, sinon vous ne tiendrez pas dans la durée. Donc des petites actions que vous allez faire tous les jours qui vont vous rapprocher de façon de plus en plus certaine de votre objectif. Prenez soin d'être le plus précise possible dans la définition de vos petits pas, justement pour agir véritablement. Voilà ce que je voulais vous dire sur les soft skills, un peu rapide, mais j'espère que ça a pu vous donner un petit éclairage par rapport à ça. Si vous avez des questions, ça tombe bien, on va passer à la partie questions et vous avez mon adresse email pour me contacter. J'arrête donc le partage et je suis à votre écoute par rapport à différentes questions. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas? Pourquoi? Non. Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup, Nicole, pour ce moment très inspirant et surtout très pratique. Je pense qu'on s'est tous projetés dans ces situations et s'auto-évaluer un petit peu par rapport à, à toutes ces émotions qu'on peut ressentir et qui fait que les soft skills ont une importance de taille quand on est dans une situation professionnelle. Donc voilà, merci. J'ai pas vu de questions particulières dans le chat. Je pense que c'était limpide et clair. Donc merci. De toute façon, pour celles qui souhaiteraient revoir la présentation, sachez que toutes les masterclass de la journée et celles de demain seront après accessibles en streaming. Accessibles sur notre site. Dès jeudi, donc en replay, pas en streaming, en replay. Voilà, mais Virginie qui vous remercie pour cette présentation. Donc Delia aussi, qui n'a pas eu le temps de noter l'adresse email, donc si vous pouviez la répéter. Voilà. Oui, alors c'est contact sans s @dioteam-du6 coaching.fr. Alors Julie qui nous écoute. Qui a une question par rapport, qui vous remercie pour tous ces exercices, mais qui se questionne quand même sur le positionnement à avoir face aux recruteurs. Alors, je ne sais pas si, parce que là, le temps passe, vous avez quand même pas mal de... Voilà, si peut-être en une phrase, vous pouvez répondre à Julie. Oui, alors moi, j'ai une réponse qui est très très simple. Ouais, la réponse la plus simple, c'est
d'être authentique avec soi et de bien se connaître. Parce que si on est en train de jouer un jeu, le recruteur va le sentir. Et quand vous ratez un entretien, dites-vous bien que c'est pas forcément que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas adapté, c'est juste que le contexte n'est pas celui qui vous convient. Les compétences que vous avez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, les compétences que vous avez ne sont pas en adéquation avec ce que recherche le recruteur. Et donc, ce qui est important, c'est surtout d'être au clair avec soi. Exactement. Et pour répondre à sa deuxième question, qui est de savoir si tous les recruteurs ne recherchent-ils pas les mêmes profils, normalement, un bon recruteur, pour avoir été dans cette posture dans une autre vie avant, normalement, un recruteur, justement, va s'entourer de profils différents et va aller chercher la singularité chez chacun des candidats. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer comme vous êtes. Après, c'est Et vrai que oui, c'est toujours des moments de stress, mais on peut s'y préparer. Voilà. oui, c'est important. Je veux juste te dire que c'est important parce qu'effectivement, la diversité va créer de la richesse au sein de l'équipe. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le recruteur cherche de la diversité, mais une diversité qui va être en lien, bien évidemment, avec l'écosystème dans lequel il avance, il évolue. Voilà. Je vais vous laisser, Nicole. En tout cas, vous avez encore des merci, des bravos Merci à de vous. la part de voilà, plusieurs personnes qui vous écoutent. Je vais citer également Aurélie, pas sûre de l'avoir cité, Véronique aussi, qui vous Merci. remercie. Je vous ai Donc, mis l'adresse mail dans le chat. Par contre, il y a une petite faute. J'ai fait une faute de frappe. Il n'y a qu'un seul O. Voilà. Dio-team. Voilà. est-ce que vous pouvez la redire le temps que ça Oui, arrive? bien sûr. Donc, contact sans S, arrobase, dioteam, D-I-O-T-I-M-E, tiré du 6, coaching.fr. Voilà, c'est Sinon, vous me parfait. trouvez sur LinkedIn à Nicole Robert, il n'y a pas de souci. Oui, puis sur la page aussi du salon professionnel Bien online, vous évidemment, avez bien aussi toutes les évidemment. informations concernant le cabinet de Nicole. Merci beaucoup pour votre Merci à présence ce tous de votre matin écoute. et Je vous en à prie. bientôt. À bientôt. Voilà.